Bonjour. Pour beaucoup d'analystes, la communication est considérée comme le cheval de Troie qui permet d'aboutir à une meilleure performance dans toute démarche sociale, économique ou artistique. La langue de ce fait passe pour être le véhicule intrinsèque pour lubrifier cette communication qui se déploie non seulement dans la gestion du fait culturel, mais aussi dans celui des relations interpersonnelles, avec pour but de cultiver l'excellence dans un contexte de partenariat et de vision unifiée. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Ismaël Harakat, journaliste, professeur, conseiller politique et acteur associatif ayant œuvré depuis plusieurs années dans divers domaines de communication. Ismaël Harakat a été rédacteur en chef de quelques journaux au Maroc, dont Maroc Hebdo. Il a été conseiller en communication du ministre de la Culture du Maroc et du ministre de l'Habitat. Il est présentement conseiller politique du chef du Parti fédéral du Bloc québécois. Il dirige depuis 2016 le site généralisé Espace MRE. En 2017, il a été intronisé chevalier de l'ordre Lafayette pour service rendu à la langue française en Amérique du Nord. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Ismaël Harakat, bonjour. Bonjour, c'est Kamel. Je suis finalement ravi de t'accueillir. Il faut dire que la persévérance a payé. Hein. On s'est accroché. Heureusement. Et il fallait vous accueillir. Vous avez plusieurs casquettes, plusieurs chapeaux. Professeur universitaire, acteur associatif. Vous êtes aussi conseiller politique, faut-il dire. Et pour ne pas l'oublier, chevalier de l'ordre de Lafayette. On va parler de tout ça en détail. Ce qui serait intéressant dans un premier temps, c'est de parler de cette vocation journalistique qui vous anime. Vous avez eu vos débuts au Maroc et vous l'avez fait en langue espagnole aussi, si je ne m'abuse. Voulez-vous nous parler de cette période? Exactement. Vous savez, je suis pratiquement... ma foi, je pense que j'ai connu ma première expérience dans le journalisme par le plus pur des hasards. Ce n'était pas du tout prévu. Et je pense que les plumes qui sont parvenues à s'affirmer sur la scène médiatique, journalistique marocaine, ma foi, nous parlons surtout d'autodidactes. J'ose espérer que c'est un peu mon cas, chose certaine. Donc j'ai connu ma première expérience au sein du quotidien L'Opinion et je me souviens même de la date précise à laquelle mon premier article a été publié, c'était fin décembre 1989. Et donc j'ai commencé dans la rubrique sportive aux côtés de C. Najib Selmi, qui était en fait mon premier patron. Grande figure du journalisme marocain. Ancien président de l'Association marocaine de la presse sportive. C'est lui qui m'a enseigné les rudiments du journalisme sportif et du journalisme tout court. Alors, quelques mois à peine après avoir affûté mes premières armes dans le journalisme sportif, j'ai connu une expérience similaire aux côtés de Saïd Jdidi qui dirigeait à l'époque le supplément hebdomadaire Retrospectiva Semanal, donc en langue espagnole. Et donc, comme je venais de rentrer d'Espagne, donc j'ai rédigé plusieurs articles en langue espagnole avec Saïd Jdidi, mettons à partir de 1991, 91. Donc par la suite, donc après le journal L'Opinion, je peux dire que j'ai vadrouillé pas mal. Le Matin du Sahara. Maroc Hebdo, vous avez été Maroc directeur... Hebdo, mais c'était un peu plus tard. Un peu plus tard, directeur de rédaction. Absolument, donc c'était Maroc Hebdo. Donc avant de parler de Maroc Hebdo, qui est intervenu un peu plus tardivement, dans une phase un peu plus récente, j'aimerais mentionner mes passages au quotidien Le Matin. Donc j'étais journaliste à temps plein au bureau de Rabat du quotidien Le Matin. Je suis passé par la vie économique, donc j'ai été approché directement par Jean-Louis Servan-Schreiber, qui était le directeur du groupe à l'époque. Et écoutez, je suis passé un peu par, ma foi, par différentes autres tribunes, le quotidien du Maroc, etc. Donc, et le quotidien El Maghrib, j'ai quand même passé 4 ans et 7 mois au quotidien El Maghrib, qui est l'organe du RNI, du Rassemblement National des Indépendants, aux côtés de grandes plumes à l'époque. J'aimerais mentionner, donc voilà pour ce qui est de ma première étape avant l'immigration au Canada. Donc c'était un peu ma première phase dans le journalisme avant l'établissement au Canada. Et donc vous êtes établi au Canada dans les années 2000? Donc c'est-à-dire que nous nous sommes installés, mon épouse et moi, en janvier 2002, le 29 janvier 2002. Donc c'est la date exacte de notre installation au Canada.
Et ma foi, on peut dire que nous nous sommes fixés comme objectif, elle et moi, de renouer avec les études. C'était le souci immédiat, puisque l'expérience antérieure en tant que journaliste n'allait pas être reconnue. Mais j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, qui me paraît importante, c'est Kamel. C'est qu'avant de nous installer au Canada, j'ai connu une expérience autre que le journalisme au Maroc, dans la mesure où, si ma mémoire est bonne, entre 1997 et 98, en 97, alors âgé de 28 ans, j'étais conseiller du ministre de l'Habitat. Oui. J'étais conseiller du ministre de l'Habitat à l'âge de 28 ans et j'ai rejoint mon ancien patron, c'est Saïd El-Fassil Fihri à l'époque, qui était président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Donc j'avais rejoint le Conseil de l'Ordre en tant que chargé de communication. Et donc, bon, j'ai repris le journalisme par la suite, le Bayan, etc., jusqu'à notre établissement au Canada en janvier 2002. Donc voilà un peu les péripéties qui ont précédé mon installation. Et puis on rappellera aussi, comme j'ai dit en introduction, que vous avez été aussi conseiller auprès du ministre de la Culture. Exactement. Alors le conseiller du ministre de la Culture, j'aimerais juste préciser une chose, c'est Kamel, bonne question en fait. C'est-à-dire nous nous sommes installés au Québec en janvier 2002. Bon. Entre janvier 2002 et mars-avril 2008 exactement, nous parlons de 6 ans, on peut dire que c'était la période d'études. Qui a été sanctionnée évidemment par des diplômes, donc je pense que je suis allé quand même assez loin dans mes études. Ça s'est très bien passé, des études donc en immigration, en sciences politiques, concentration, coopération internationale, développement, relations internationales. C'était quand même très intéressant, donc j'ai consacré mon travail de recherche sur l'implication des acteurs de la coopération internationale en matière de dans la lutte contre la sécheresse et la désertification, et j'ai ciblé le cas du sud du Maroc, province de Zagora. Et donc, c'était une période assez difficile, car après l'obtention des diplômes, donc indépendamment de la valeur du diplôme en question, j'ai été confronté à une réalité quand même assez amère, c'est la difficulté à obtenir un emploi correspondant à la nature du diplôme. Mais de toute façon, parce que quand on voit votre cheminement, si vous avez réussi quand même au fil du temps à être le professeur universitaire que vous êtes maintenant, vous enseignez à l'université de Sherbrooke. C'est-à-dire qu'entre 2008, non, parce que je pense, cher Kamel, cet aspect est fondamental. Car en 2008, après avoir conclu à une sorte de, comment dirais-je, au blocage, j'ai conclu au blocage, je ne dis pas échec, mais je dis blocage. Après avoir été confronté au blocage et à la fin de non-recevoir opposé par les recruteurs potentiels, nous sommes rentrés au Maroc. Et dites-vous bien, nous sommes restés au Maroc 3 ans et demi. 3 années après s'être établi en 2002. Et c'est là où j'ai renoué avec le journalisme quand même par la grande porte, donc Maroc Hebdo, et j'ai été, donc Maroc Hebdo, donc quand même avec, disons, comment dirais-je... Avec Amel Sami à l'époque qui était là. Donc c'est Mohamed Slehami, donc quand même nous avions des collaborateurs, Mustafa Shimi, Abdelatif Mansour, etc. Et là, j'ai été approché par le ministre de la Culture, donc j'ai été approché par le ministre de la Culture, dont j'ai été le conseiller entre 2009 et 2000, entre 2010 et 2011. Et donc, je pense que c'était quand même une expérience pour moi très intéressante. Très bien. Alors, on va faire juste une pause avant de parler aussi, parce qu'on va enchaîner avec vos engagements associatifs ici au Québec. On va faire une pause et on vous revient, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Art et Lettres avec notre invité Ismaël Harakat. Puis il y a eu vos engagements associatifs, il y a eu la création d'une association dont j'étais personnellement témoin, Trait d'Union, puis la création de ce site, un site qui est destiné à la diaspora, Espace MRE. On va dire un mot là-dessus. Alors, commençons très brièvement par l'expérience de Trait d'Union. C'était une expérience que je considère comme très valorisante. Je peux dire que c'est une expérience qui est pour moi enrichissante, mais donc elle a été limitée dans la durée pour X et diverses raisons. Donc moi j'ai été c'est un ami qui m'a proposé la mise en place ou la création d'une association donc pour pouvoir promouvoir les produits du terroir, un produit du terroir marocain, à savoir l'argan, etc. Donc avec comme objectif donc l'organisation d'un festival international des produits du terroir.
Alors, écoutez, donc c'était une expérience très intéressante. Nous n'avons pas atteint le stade de concrétiser notre objectif. Par contre, nous avons organisé une série d'activités et auxquelles vous avez vous-même pris part, Sikamal. Et donc, c'était des activités modestes, ne requérant pas quand même un engagement matériel conséquent. Et donc, après, parallèlement à l'expérience de Trade Union, il y a eu la mise en place d'un site, Espace Émereux. On peut dire qu'aujourd'hui, il a un peu perdu de son aura parce que mon engagement, mon agenda ne me permet pas de l'alimenter de manière conséquente comme tel fut le cas avant. Mais présent parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui le suivent. Exactement. Vous faites quand même l'effort de le rendre beaucoup plus. Mais chose certaine, c'est-à-dire qu'à un certain moment, nous étions une équipe très homogène, une équipe très soudée, et vous-même, Sikamal, vous faisiez partie quand même de l'ossature. Vous étiez quand même l'une des figures de proue de ce produit, mais il y avait quand même des amis en commun, Fayrouz Fawzi, donc, et j'en passe, et tant en arabe qu'en français d'ailleurs. Oui, qui était bilingue. Arabe, Hassan Ria, donc Mohamed Wafi de Stockholm, nous avons un réseau de correspondants, Sil Hassan Boukdal à Paris. Donc nous avions quand même un réseau de correspondants et de collaborateurs quand même était consistant. Et puis je pense que c'est une expérience qui a réussi dans la mesure, c'est toujours présent, il faut le dire, Espace Émereux. Ismaël, si vous le voulez bien, on va parler de l'ordre de Lafayette. Vous êtes chevalier de l'ordre de Lafayette. Voulez-vous, s'il vous plaît, présenter cet ordre à nos téléspectatrices et téléspectateurs, mandat, les objectifs? On va vous entendre là-dessus sur une idée Alors générale. Effectivement, cher Kamel, je suis chevalier et ambassadeur de l'ordre Lafayette. On peut dire que ce sont des titres, chevalier et ambassadeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? D'abord, qu'est-ce que l'ordre Lafayette? L'ordre Lafayette, on peut dire que c'est une association internationale représentée dans une dizaine de pays, tant en Europe qu'en Amérique du Nord qu'au Maroc. Alors, je peux le dire de manière, modestement, j'ai été peut-être à l'origine de la mise en place de la première délégation de l'ordre Lafayette en Afrique et dans le monde arabe, à savoir au Maroc, c'était à Rabat, plus concrètement en juin 2018. Très bien. Et donc aujourd'hui, l'ordre, il est représenté par une équipe tout à fait autonome et composée d'éléments de valeur, dirigée par Haj Mohamed Hakim, qui est notre président de l'ordre Lafayette Maroc. Alors l'ordre Lafayette, la mission première de l'ordre Lafayette consiste à promouvoir et pérenniser l'héritage du marquis de Lafayette, Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, qui est considéré comme le héros de l'indépendance des États-Unis aux côtés de George Washington. C'est grâce au rôle majeur joué par le marquis de Lafayette que les États-Unis ont obtenu leur indépendance vers 1783. En 1783, s'il n'y avait le marquis de Lafayette, peut-être qu'aujourd'hui, jour pour jour, les États-Unis auraient eu un statut comparable à celui du Canada, c'est-à-dire carrément un dominion britannique. Donc le marquis de Lafayette a joué un rôle majeur dans l'indépendance des États-Unis. Et si vous permettez, j'aimerais ajouter ceci. Parallèlement à son rôle qui était tout à fait crucial donc à l'échelle de l'histoire, le marquis de Lafayette était un grand humaniste et c'était l'un des précurseurs à l'échelle occidentale en matière d'affranchissement des esclaves. C'est-à-dire à une époque où pratiquement personne ne parlait d'affranchir les esclaves, vers la fin du XVIIIe siècle, lui mettait son point d'honneur à ce qu'il en parle et saisissait toutes les tribunes pour appeler à l'affranchissement des esclaves. Et donc nous, à l'échelle de l'ordre Lafayette, nous cherchons à pérenniser son image, son héritage et tout ce qui touche donc la francophonie, parce que c'est en partie grâce à lui que la francophonie nord-américaine est maintenue vivace. Mais vous conviendrez, Ismaël, sur une chose, c'est que M. Dumortier, qui est un patriote quand même, qui a fait beaucoup de choses comme français, comme originaire de la France, et puis qui est l'instigateur de cette amitié entre la France et les États-Unis. Il y a une question qui se pose. Que vient faire par exemple des pays tiers, par exemple un pays comme le Maroc, dans cette amitié entre la France et les États-Unis? Est-ce que l'implication de ces pays, donc, c'est juste dans un cadre de la valorisation de la francophonie? Pas seulement. Alors, j'aimerais souligner un détail. D'abord et avant tout, parmi les titres accolé à Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, figure celui de héros des deux mondes. Parce qu'il a joué non seulement un rôle majeur dans l'indépendance des États-Unis, mais également dans la Révolution française. Dans la Révolution française, d'accord. Alors à partir de là, donc c'est le héros des deux mondes. Alors,
lorsque nous parlons de pérenniser son héritage, à l'échelle du Maroc, nous nous sommes fixés pour objectif la mise en valeur de l'héritage du marquis de Lafayette dans sa dimension humaine, dans sa dimension francophone, mais surtout en mettant l'accent sur les relations entre les États-Unis et le Maroc. Je ne dis pas les relations entre le Maroc et la France, et ce n'est pas non plus les relations entre le Maroc et le Canada. Mais surtout que le Maroc a reconnu le premier les États-Unis. Oui. À vrai dire, ce n'est pas tout à fait vrai. Oui. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est l'un des socles fondateurs de la diplomatie marocaine qui consiste à dire que le Maroc a été le premier pays au monde à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Il y a à boire et à manger là-dessus. Le Maroc est le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis avant l'indépendance des États-Unis, mais c'est bien la France qui a reconnu, le premier pays à avoir reconnu l'indépendance juste après l'indépendance de fait en 1783. Ça, ce sont un peu des détails. Très bien. Juste, on va faire une pause. On va rebondir sur cette question si vous voulez Avec bien. plaisir. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Ismaël Harakat. On va rebondir sur cette question, justement. C'est contestable quand même que le Maroc est le premier qui a reconnu, mais je vais vous laisser l'opportunité quand même de continuer votre idée. C'est-à-dire qu'il est incontestable que le Maroc a figuré dans le peloton de tête des pays ayant reconnu l'indépendance des États-Unis. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le Maroc a reconnu l'indépendance des États-Unis avant l'indépendance des États-Unis. Alors que la France l'a reconnue après que les États-Unis aient accédé à leur indépendance. On peut dire que c'est un détail, mais chose certaine. Donc on peut dire que c'est une carte maîtresse que joue le Maroc dans sa diplomatie internationale. Dans la diplomatie, donc c'est un pays, on peut dire, comment dirais-je, c'est un pays précurseur en la matière. Alors au niveau de l'ordre Lafayette, j'aimerais parler d'un élément qui me paraît important ainsi quand même. Nous nous apprêtons en 2021, c'est-à-dire c'est demain ça, à l'échelle de l'histoire c'est demain, en 2021, nous allons célébrer, le Maroc va célébrer le 200e anniversaire de la légation américaine de Tanger. S'il vous plaît, parce que ça pour moi c'est un aspect qui me paraît important. Je vous en prie. Le 200e anniversaire de la légation américaine de Tanger. C'est-à-dire que la légation américaine de Tanger, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première et unique propriété de l'État des États-Unis située en dehors du territoire américain. C'est la première et unique propriété de l'État américain, donc qui ne soit pas située à l'intérieur du territoire. Donc ça vous donne une idée sur la valeur symbolique de la légation américaine de Tanger. Alors, nous avons eu à ce titre des entretiens quand même assez fructueux, donc avec nos amis de l'Ordre Lafayette, donc le président, d'autres chevaliers ambassadeurs, notamment Sebdartine Filali Baba et d'autres. Nous avons eu des échanges fructueux avec le directeur général de la légation américaine de Tanger, M. Jamieson, et donc pour que l'Ordre Lafayette soit partie prenante des célébrations du 200e anniversaire des États-Unis. Et donc, l'Ordre Lafayette, donc, nous avons pas mal de possibilités d'être à l'avant-garde de ces célébrations. Très bien, qui s'en viennent. Absolument, et donc là, nous sommes déjà en train d'entretenir une correspondance dans ce sens. J'aimerais également ajouter ceci. J'ajoute que l'Ordre Lafayette, nous allons au mois de novembre probablement, très probablement, dévoiler une plaque commémorative en l'hommage à Mustafa Zmouri. À Azmour. Premier migrant. À Azmour. C'est le premier Marocain à avoir foulé le sol américain, donc avant qu'il ne soit question de l'appellation États-Unis. Ça, on ne cessera pas de le répéter à vous, mesdames et messieurs, que Mustafa Zmouri, c'est le premier Marocain. Absolument. Immigrant. Est-ce que vous avez l'année, Ismaël? Exactement. C'est-à-dire que nous parlons de quelque chose comme 1530 à 1535. De 1530 à 1535, c'est la date donc à laquelle Mustafa Zmouri avait fait partie de l'expédition de Panfilo de Narváez. C'était un conquistador espagnol. C'était la belle époque de la conquista espagnole du continent américain. Et donc, Mustafa Zmouri faisait partie de 4 survivants donc de l'expédition qui a pratiquement été décimée par les indigènes, entre guillemets. À l'époque. Et donc, il faisait partie de 4 survivants avec Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Maldonado et un autre dont le nom m'a échappé. Et donc, c'est quelqu'un qui a été pratiquement adopté par des tribus amérindiennes et qui est devenu un grand spécialiste des herbes médicinales. Oui. Alors, écoutez, nous allons donc
honorer la mémoire de Mustafa Zmouri, alias Estebanico, qui a été vendu par les Portugais aux Espagnols, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Floride, donc dans les côtes de Floride. Et donc Estebanico, nous allons lui rendre hommage à Azmour, donc sa ville natale. Ça, c'est en novembre 2019. En novembre, Très bien. à l'occasion de la fête de l'indépendance du Maroc, n'est-ce pas? Et donc il y aura le dévoilement d'une plaque commémorative, probablement en présence de plusieurs diplomates, ambassadeurs des États-Unis, etc. Les contacts vont. Excellent. Alors je tiens juste à parler de la revue Francomania parce qu'il ne reste pas assez de temps. On va dire un mot Francomania. La revue est mandatée par l'ordre de Lafayette. On va vous entendre là-dessus. Alors, on peut dire que ce n'est pas tout à fait ça, cher Kamel. Oui, on peut dire que l'ossature, effectivement, elle est composée de l'ordre Lafayette. D'abord, on va prendre la mission de la revue, les objectifs. Parce que, voyez-vous, j'aimerais quand même établir une petite distinction. Parce que la revue Francomania, qui est pratiquement sous presse au moment même où on parle, c'est une revue qui est sous presse et donc le premier numéro paraîtra vers le 2, le 3 septembre. Donc c'est demain ça. Et donc probablement je serai au Maroc donc quand le premier numéro sera édité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est une revue qui entend faire la part belle à la francophonie mondiale, où qu'elle soit. Ce n'est pas un produit marocain, mais c'est un produit qui a une vocation internationale. Avec la participation de plusieurs voix dans le monde. Absolument. Et avec un caractère scientifique. Expliquez-nous ça. Exactement, cher Kamel. C'est sur ce point que je voulais insister. Donc, c'est une revue qui entend avoir une vocation scientifique. C'est une revue scientifique. Alors, qu'est-ce qu'une revue scientifique de prime abord? C'est une revue scientifique dans la mesure où, d'abord, les membres de ce comité font autorité. Les noms, c'est-à-dire les membres de ce comité scientifique, ce sont des figures connues à l'échelle internationale, chacun dans son domaine de prédilection. Inutile donc d'insister sur les noms, mais nous avons quand même des personnes de stature internationale, représentant tant le monde politique, le monde des finances, que le monde... Parution mensuelle ou trimestrielle? Alors trimestrielle pour ce qui est des 2 premiers numéros, et une fois que la revue atteindra sa vitesse de croisière, là nous allons commencer à parler de mensuel. Notre objectif, c'est qu'à partir carrément du 2e numéro, peut-être même pas le 3e, nous allons pouvoir parler de parution mensuelle, à condition bien entendu que les annonceurs nous accompagnent dans ce. Alors une revue scientifique, c'est une revue qui est articulée autour d'une matière principale. Donc il y aura une matière principale, un thème central autour duquel s'articulera le contenu. Et j'aimerais donc un thème central. Par exemple, le premier numéro portera justement sur Lafayette. Le 2e numéro sur la francophonie. Et le 3e numéro peut-être sur la francophonie au Moyen-Orient. Donc que reste-t-il de la francophonie au Liban? Que reste-t-il de la francophonie en Syrie, etc. etc. Et donc, c'est un numéro qui s'articule autour d'une thématique, d'une 20aine de pages, mais pour le reste, chaque collaborateur, chaque membre du comité scientifique est libre d'apporter un éclairage sur le sujet qui lui semble opportun, à condition que cela ait un rapport avec la francophonie. Avec la francophonie, alors malheureusement c'est tout le temps qu'on avait, c'est vraiment, ça fait plaisir de discuter, de jaser avec vous. Ismaël Harakat, vous avez une page Facebook. Les gens qui aimeraient donc le contacter, Ismaël Harakat, H-A-R-A-K-A-T, Ismaël. C'était un plaisir de te recevoir, Ismaël Harakat. Merci beaucoup de ta présence parmi nous. Merci beaucoup de votre continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.